Connue de tous par les œuvres des artistes qui la représentent, la Sainte-Victoire est avec le Mont Ventoux et la Sainte-Baume un des symboles de la Provence. Entourée des grandes villes assourdissantes, Marseille, Aix-en-Provence et Gardanne, elle est l'un des derniers refuges face à la pollution sonore. Chaque année, c'est 1 million de personnes qui viennent profiter de ce silence et apprécier le paysage. La Sainte-Victoire semble jouer le rôle d'une mère pour les Provençaux, notamment grâce aux milliers d'années d'évolution humaine qui la façonnent. Bienvenue, je me présente, Bernard Sabatier, je suis responsable du patrimoine historique. C'est moi qui vais vous faire la présentation de tous ces ouvrages hydrauliques et ces ouvrages historiques. Nous allons visiter, donc remonter le cours de l'histoire à travers la vallée de l'Infernet. Nous avons la chance aujourd'hui, il fait beau. Vous êtes juste derrière moi, c'est la bâtisse, la fameuse bâtisse des Galifets, le château du Tolonais. Ce château du Tolonais qui date de 1643 et qui va évoluer comme ça et qui traversera le temps. Aujourd'hui, c'est la Société du Canal de Provence qui vous reçoit et qui l'occupe. Voilà, grâce à la Société du Canal de Provence, ce château aujourd'hui est en parfait état, quoi. Voilà. L'eau. Elle a toujours été une ressource précieuse en Provence. On trouve aujourd'hui sur la Sainte-Victoire beaucoup de constructions destinées à stocker ou à transporter l'eau. Nos ancêtres l'avaient très bien compris. L'aqueduc romain du Tolonais, daté de 63 avant Jésus-Christ, témoigne de l'importance de l'eau au fil des siècles. Ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez les trous que vous avez sur la face, donc qui sont ce qu'on appelle des trous de boulin. Les trous de boulin, ça permettait aux constructeurs de monter un échafaudage. À travers les trous, il y a des poutres, donc on a des poutres, et vous avez les différents niveaux de l'échafaudage. Voilà, à la fin, quand l'ouvrage est terminé, on scie les poutres, le bois pourrit, et c'est pas très grave parce que ça permet après à l'ouvrage de pouvoir respirer. Donc vous avez après, au final, vous avez ce parement. Donc, vous pouvez regarder, il est très droit. Donc, le parement, c'est la finition en fait. La finition de l'ouvrage. Avec ici l'emplacement de l'arche, il y avait une immense arche comme ça qui reliait les deux parties. Et au-dessus, une série d'arches, peut-être une dizaine, voilà, avec à peu près 25 mètres de hauteur. Il manque 25 mètres de hauteur. Par contre, ici, ce qui est assez incroyable, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'aqueduc ne vient pas de ce vallon-là, mais il traverse cet éperon rocheux là, et en fait il suit la courbe de niveau. Donc il va traverser cette partie-là, il va suivre la courbe de niveau, comme ça jusqu'à Saint-Antonin. Voilà, maintenant on va passer à travers la porte, puisque j'ai la clé. Donc comme je disais tout à l'heure, cet aqueduc 16 km de longueur, il pouvait transporter à peu près 80 litres à la seconde. C'est ce que les archéologues ont estimé, bien entendu. C'est un petit canal de 50 cm de largeur. Donc il démarre du château de Saint-Antonin, donc où là il va descendre tout Saint-Antonin avec par moment une pente à 3%. Alors 3% c'est énorme, c'est type torrentiel. À partir d'ici, la pente elle est moins importante. Elle est entre 1 et 2%, voire même plus que 1%. Et comme ça, il va aller jusqu'à Aix, jusqu'à peu près, jusqu'à l'avenue Jules-Isaac, si vous connaissez. Et il rejoint en fait le canal Zola. Donc en fait, la construction du canal Zola a emprunté exactement le tracé de l'aqueduc romain. Et on dit, dans les écrits, que Zola aurait aurait vendu les dalles qui recouvraient l'aqueduc romain pour financer son canal. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a trouvées, mais toujours est-il, il est au même niveau. Voilà, ça c'est sûr. Ici, on est en présence de ce qu'on appelle un mur barrage. Donc c'est comme une sorte de barrage qui ferme la vallée. Ça ferme ici. En réalité, le bassin que vous avez derrière, il est complètement envasé. Ici, on va lancer des sondages pour voir à quel niveau est la roche.
Cet ouvrage-là, en fait, celui que vous voyez là est posé sur un ouvrage beaucoup plus vieux qu'on a trouvé en restaurant cet ouvrage-là. On s'est aperçu qu'en dessous, il y avait un autre ouvrage qui est beaucoup plus vieux. Les pierres, vous pouvez regarder, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des gros blocs taillés. Pour la plupart, ils sont en brèche d'Alep, donc en marbre. Et l'ouvrage, il descend à peu près une dizaine de mètres. Donc le seuil doit se trouver à peu près à 10 mètres plus bas. Et on suppose qu'il est posé sur le rocher. On voit bien que le rocher vient ici. Donc en fait, d'après nous, ce serait un ouvrage de dérivation. Ça ne peut pas être un barrage, puisqu'il n'y a pas de prise d'eau en bas. Cet ouvrage-là permet de dériver les eaux ici. Et là, vous avez donc les différentes martelières. Et ça permet de sécuriser la prise d'eau qui est ici et qui a mené l'eau donc au moulin à farine. Cet ouvrage il va fonctionner jusqu'en 1837. Il sera remplacé par l'ouvrage que nous avons ici, qui est beaucoup plus performant. Et chose incroyable, c'est un ouvrage que nous continuons à nous servir puisqu'on l'utilise pour remplir les douves. Voilà. Voilà pour cet ouvrage-là. Voilà, là vous pouvez remarquer que le parement de l'aqueduc a été complètement arraché. Donc il a été arraché par les gens qui ont construit le castrum au XIIIe siècle. Et ce qui est incroyable, c'est que ça s'est arrêté brutalement au moment où ils n'ont plus besoin de matériaux. Sinon, l'ouvrage aurait complètement disparu et ça aurait été dommage pour nous, quoi. Donc là, on voit bien nos trous de moulin aussi. Vous avez alors l'ouverture qui est ici. Elle a été faite pareil en 1837, au moment où on va construire ce canal. Il y avait une ouverture. L'ouverture, elle y était, mais elle était beaucoup plus petite. Aujourd'hui, elle est quand même conséquente et surtout, elle n'a pas été, on va dire, très bien faite. Voilà. Avec ses 34 000 hectares d'espace diversifiés, la Sainte-Victoire est considérée comme le plus grand espace boisé des Bouches-du-Rhône. Des pinèdes méditerranéennes aux chaînées pubescentes, elle offre une multitude d'habitats propices au fragile équilibre de la biodiversité. En tant que naturaliste et photographe de nature, ce qui m'intéresse, enfin ce qui est remarquable ici, c'est la variété d'espèces, notamment d'espèces remarquables qu'on peut avoir en très peu de distance. On a à la fois des espèces de milieux semi-ouverts, des milieux rupestres, les milieux de la lande là-haut, avec notamment une très belle lande à Genet de l'Aubel, qui est pratiquement, avec celle de la Sainte-Baume, la plus belle de tout le sud de la France. Donc ça, c'est un habitat absolument patrimonial, avec un cortège d'orchidées, de plantes à bulbes très intéressant. Et puis au niveau avifaunistique, c'est tout à fait remarquable. Bon, surtout au printemps-été, mais également l'hiver, avec des espèces hivernantes comme le crave-bec rouge, le ticodrome échelette. Et puis bon, bien sûr, les deux couples d'aigues de Bonelli, d'autres rapaces également, de l'épervier, de l'autour des palombes, on va trouver également du busard, et puis des oiseaux, je dirais, de roche. Donc il y a le ticodrome l'hiver, et en période printanière et estivale, on retrouve en densité relativement exceptionnelle des monticoles bleus qui sont là toute l'année,
des monticoles de roche qui ne sont là que l'été, et également une rareté dans la région, quelques couples de trachéoréas. Il y a du bruyan ortolan aussi, il y a du bruyan zizi, enfin il y a beaucoup d'oiseaux qui sont très intéressants du point de vue de l'observation et de la photographie. Et tout ça dans un espace extrêmement réduit, puisque en une balade de 4 heures, on peut balayer 4 ou 5 grands types de milieux. Ça, c'est exceptionnel. Puis le paysage qui est absolument unique. Dans le domaine de la gestion de la faune sauvage, les sociétés de chasse des communes de la Sainte-Victoire sont des acteurs essentiels de la gestion cynégétique. Chaque année, elles organisent au même titre que les sociétés de pêche des lâchers de repeuplement d'espèces d'élevage dans la nature. Les animaux lâchés, principalement des faisans et des perdreaux, sont destinés à la chasse, mais également au repeuplement des milieux qui, pour certains, ont vu disparaître leur population d'individus sauvages. La perdrix rouge avait pratiquement disparu des prairies de la Sainte-Victoire. Mais grâce aux actions de repeuplement annuelles des sociétés de chasse, on peut retrouver aujourd'hui des noyaux de population sauvage en nette évolution. La société de chasse de Vauvenargues nous a invités à participer à un des 4 lâchers de faisans qu'elle effectue chaque année sur son territoire. Vous avez fait le plateau, nickel. Moi je suis le président. C'est que les administrateurs. Encore 3 et puis c'est bon. Les membres de la société de chasse déterminent au préalable les secteurs de lâcher pour que les animaux soient libérés intelligemment à proximité des cultures cynégétiques et des accès à l'eau. On va y aller. Prenez une caisse. Non mais là on va lâcher qu'une caisse là. Après on va lâcher un petit peu tout le long pour pas tout lâcher au même endroit. D'accord. Non, parce qu'après il y a des très bons chasseurs mais il y a des très mauvais aussi. Vous la posez là par terre. Donc Voilà. Et vous ouvrez un côté là-bas, en dessous, voilà, vers l'intérieur. Voilà. Allez. Allez. Vas-y. il est bon lui. Mais là, il y a du blé. J'ai mis 10 kilos de blé. Vous voyez. Allez. Ils arrivent à se reproduire ou pas? C'est très dur, mais ça arrive. Il faut que des années comme cette année, il n'y en a pas. Il a fait trop sec. Ouais. Il faut un peu d'humidité pour le faisan. C'est pour ça qu'on met de l'eau. Nous, on mène énormément d'eau. Je vous disais, moi, je mets une cuve de 1100 litres et on va alimenter là en bas de la terre. Il y a un parc de prélâchés. Il y a de l'eau. On tient de l'eau en permanence avec un goutte à goutte et tout. En fait, il y a une petite abreuvoir avec un flotteur. Quand ça se vide, automatiquement, le bidon vient sur le remplir. D'accord. Et pour qu'il y ait toujours de l'eau. Et ça, les animaux en prennent l'habitude. Sauf que les sangliers, des fois, ils nous détruisent les parcs. Maintenant, on est obligé de les faire en béton, en fer armé. Et sceller avec du béton et tout, parce que les sangliers, ils vous détruisent tout sinon. Hein.
Dessus, on met des tôles avec des grosses pierres, ils nous enlèvent les tôles. Ah oui, non, c'est compliqué avec les sangliers. Mais c'est la plus belle chasse qui est. Un peu plus loin dans la vallée, Bernard Sabatier nous amène découvrir un ouvrage typique de l'Infernet. C'est bien de la brèche d'Alep taillée dans la marbrerie qui recouvrait donc ce chemin, les endroits un peu délicats, pour permettre à l'égadier qui allait manœuvrer les vannes de pouvoir passer. Ici on est sur le chemin de l'égadier, celui qui va aller manœuvrer les vannes du barrage à Petite Mer, mais aussi des martelières. Donc là, on est en présence d'un ouvrage qui s'appelle Les Martelières. Donc cet ouvrage-là ferme cette partie de la vallée. Et c'est pareil, c'est comme le mur barrage que je vous ai expliqué. C'est un ouvrage de dérivation. Il dérive l'eau dans ce canal ici, qu'on a vu avec ces 2 martelières ici. Mais il fait plus que ça. Vous avez là 6 martelières en plus si on ferme cet ouvrage-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient un réservoir. Et donc, le problème de cette vallée, le problème, on est dans le Midi, c'est qu'ici, pendant 3 mois de l'année, en période très chaude, il n'y a plus d'eau. Donc, ils ont cherché, non seulement, on va aller voir le barrage de la Petite Mer, à rehausser le barrage de la Petite Mer pour un peu plus d'eau, mais ici, voilà, si on ferme cette partie-là, on obtient encore un plan d'eau intéressant qui va pouvoir permettre de faire tourner le moulin à farine quelques jours de plus. Voilà, et ça, c'est intéressant. On retrouve bien notre déversoir ici. Voilà, nos escaliers et tout, donc ça a été fermé. Donc du coup, ça a fait remonter le niveau. Donc là, on va emprunter la partie aérienne. Et ici, donc, on surplombe le barrage de la Petite Mer. Ce barrage qui est daté donc, de 1475, qui est attribué à la famille Jarente, les premiers constructeurs du château du Tolonnais. Apparemment, dans l'encyclopédie des Bouches-du-Rhône, on dit que c'est Jean de Jarente qui aurait commandé à un ingénieur piémontais qui s'appelait Jean de Perrin. Donc Jean de Perrin aurait conçu ce barrage, donc on n'en sait pas plus. Hein. Donc c'est un barrage qui mesure 14 mètres de hauteur, mais ce que nous on sait aujourd'hui, c'est qu'il aurait été rehaussé par le fameux Alexandre de Galifet à peu près de 3 mètres de hauteur. Ce gros rocher, c'est l'oppidum des Saliens. Voilà, là on est à peu près à 400 avant Jésus-Christ. Donc c'est l'occupation, c'est les premiers occupants du coin. Hein. Donc avant les néolithiques, hein, bien sûr. Hein.
Donc eux vont rester, c'est les mêmes qu'à Entremont, hein, c'est les Saliens. Et ils seront chassés par les Romains. Entremont sera pris en 120 avant Jésus-Christ. Donc c'est la création d'Aquasextis, hein, donc Aix, bien sûr. Et donc eux vont rester encore quelques temps et après ils partiront. Donc là tu avais un petit village, hein, tout simplement. Donc derrière ce promontoire, là nous avons le barrage Zola. Donc ici, c'est la vallée de l'Infernet, c'est la Causse qui coule, qui prend sa source à Vauvenargues. Mais c'est pas que ça. Ici, on a beaucoup de sources, comme vous avez pu voir au niveau du débitmètre. Il y a beaucoup d'arrivées d'eau. Et ça, François Zola l'avait très bien compris. C'est pour ça qu'il a créé son barrage dans cet endroit-là. Parce que lui, il avait repéré qu'il y avait beaucoup de sources. Sinon, rien qu'avec l'Infernet, il n'aurait pas réussi à remplir le barrage. Ça, c'est évident. Bonjour, je m'appelle Camille Herda, je suis étudiant en BTS Gestion et Protection de la Nature à Valabre et je suis passionné de la montagne Sainte-Victoire. Je vais vous parler plus particulièrement de l'aigle de Bonelli. C'est un aigle typiquement méditerranéen qui fait 1,80 m d'envergure et dont 2 couples ont niche actuellement sur le massif. Alors j'ai découvert cette espèce il y a 4 ans lors d'un stage pour mon bac spécialisé dans l'environnement, gestion des milieux naturels et de la faune, et dont j'ai fait un suivi dessus et je m'y suis pris passion et donc j'ai continué personnellement à réaliser ce suivi. C'est un aigle qui est fidèle à son couple, donc il garde son partenaire jusqu'à la mort. Il pond 2 œufs par an au mois de février. Ensuite, donc, la couvaison dure entre 35 et 40 jours. Et après, donc, la maturité sexuelle de l'aigle se fait entre 3 et 4 ans. Cet aigle nécessite un suivi régulier sur la reproduction, car le massif comporte beaucoup d'activités humaines telles que l'escalade, le VTT, le parapente, beaucoup de sports de plein air. Et donc une surveillance est établie sur ces 2 couples pour espérer avoir une meilleure production au niveau des aiglons et pouvoir perdurer l'espèce. Il faut savoir qu'il n'y a que 33 couples en France d'aigles de Bonelli. Donc cette chute est due à la déprise agricole, car sa zone de chasse est établie dans des zones agricoles, donc principalement dans les oliviers, les prairies, ainsi que les activités de plein air qui se sont développées ces dernières années. Donc le suivi est à la fois réalisé par des professionnels, donc par le conseil départemental et le Grand Site Sainte-Victoire, et par des bénévoles comme moi actuellement. Il y a un bagage qui est réalisé quand les aiglons ont 35 jours. Donc, ce qui permet en fait d'identifier les aigles une fois qu'ils se sont installés sur un massif, savoir où ils sont nés, leur déplacement. Et maintenant, un nouveau suivi est mis en place depuis quelques années. C'est la balise GPS. Donc, c'est une balise qui est posée sur un aigle. Et ça permet de savoir toutes les 5 minutes ou tous les quarts d'heure où se trouve l'aigle. Et ça permet donc de découvrir son habitat, son territoire sur une carte. La première fois que je suis allé sur la montagne, je n'avais pas encore 1 an, c'était lors de mon baptême au prieuré. Donc le prieuré, c'est le patrimoine bâti qui se trouve en haut de la montagne, proche de la Croix de Provence. Et depuis, je n'ai pas quitté cette montagne. J'y vais 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est vraiment un lieu de détente
où j'aime me ressourcer. Donc à la fois en réalisant mes suivis donc, sur l'aigle de Bonelli et d'autres espèces, mais aussi rien que prendre du temps, se balader sur le massif pour se détendre, pour se changer les idées dans cette nature vraiment exceptionnelle. Ce que j'aime beaucoup dans ce suivi, c'est se sentir dans l'intimité de l'oiseau. Donc c'est vrai qu'en le voyant en vol, on peut l'observer, mais là se retrouver vraiment en tête à tête avec lui, des moments où très peu de personnes peuvent vivre ça. On apprend sur son mode de vie, sur sa reproduction, sur son alimentation, et c'est vraiment des expériences inoubliables et qui forgent vraiment dans le milieu professionnel dans lequel je veux me destiner. Les falaises de la Sainte-Victoire ont longtemps été convoitées pour leur hauteur et l'impressionnant point de vue qu'elles procurent. La chapelle du Prieuré, dont les premières traces datent du XIIIe siècle, est le monument historique religieux le plus visité du grand site. Cependant, un certain nombre de monuments restent peu connus du grand public. Jean-Claude Philippe, gardien des clés de la chapelle de Saint-Cerf, a accepté de nous accompagner et de nous ouvrir les portes de ce lieu unique, de plus de 1500 ans d'histoire. Bienvenue à Saint-Cerf. Le domaine de Saint-Cerf, de l'ermite Saint-Cerf. Saint-Cerf était un ermite qui vivait ici au 5e siècle. Et il se disait qu'il arrivait à soigner la surdité. Donc tous les gens du village montaient ici pour se faire soigner les oreilles. Et quand le roi a appris ça, le roi des Visigoths, il lui a coupé les oreilles, il a guillotiné et il est enterré dans la grotte, en l'an 500. Voilà, voilà le secret de la chapelle Saint-Cerf. Comme c'était un martyr, après ils en ont fait une chapelle, et nous montons faire un pèlerinage tous les lundis de Pentecôte à ce saint. En y montant, on a les reliques de Saint-Cerf qui sont à l'église de Puy-Louviers. Ce sont des oreilles en étain, qui datent de 1732. Cette chapelle donc s'est écroulée en 1990 après l'incendie. Elle a pris une pierre sur le toit. Elle a été reconstruite en 2001 par l'équipe de M. Guinieri Frédéric. Elle a été sacralisée en 1001. On a refait l'inauguration en 2001 sous une pluie battante, en plein mois de janvier, sous les chapiteaux parce que c'était tout découvert. Ce qu'on a demandé à l'architecte de nous faire, c'est nous dessiner les oreilles de Saint-Cerf sur les poutres de la chapelle. Petit point géologique, hein, on n'ira pas très loin, mais pour voir aussi comment la géologie s'inscrit dans le paysage. Donc la zone de falaise, vous voyez, un calcaire gris, mais en fait très clair, hein, si on le casse, c'est du calcaire jurassique, c'est du calcaire marin, très dur, qui a été complètement plissé, donc le pli est à la verticale pratiquement, les strates sont à la verticale.
Ensuite, vous voyez ce genre d'épine dorsale un peu rougeâtre. Ça, c'est un conglomérat ou une brèche, certains selon les éléments qui s'y trouvent. Hein. Donc c'est un poudingue, c'est-à-dire un calcaire formé d'éléments grossiers assemblés entre eux par du calcaire aussi, qui s'inscrit de façon un petit peu plus molle dans le paysage. Ensuite, vous avez toute la grande zone de marne rouge ici. Donc cette roche est très tendre, elle est très érodable. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des ravines, voire des petits canyons d'érosion qui se sont formés, notamment à la suite de l'incendie et de la perte du couvert végétal. Et enfin, tout à fait en haut, on voit une strate déposée à l'horizontale. C'est un grès, en fait. Hein. C'est un grès qu'on retrouve sur le plateau de Bibémus, près d'Aix. C'est une calcarénite, un grès calcaire. Donc, vous voyez comment, de relief mou à partir de roches molles, on passe progressivement à des reliefs de plus en plus durs, avec des roches de plus en plus dures. Comme tous les jeudis matins, les chasseurs de Vauvenargues se réunissent pour une partie de chasse. Aujourd'hui, c'est une battue au sanglier. Comme à chaque début de chasse en groupe, le chef de battue rappelle les règles de sécurité. Après avoir signalé leur position, la chasse peut commencer. Pendant 1h30, j'ai 6 chamois qui sont restés là à côté de moi.
à 100 mètres de moi. Il y avait 2 femelles avec leurs chevreaux et un éterlou, un petit de l'année dernière, qui accompagnait aussi les 2 femelles là. Voilà. Ah, c'est agréable à voir. Surtout nous on n'y tire pas. Ici on le tire pas, tout ce qui est chamois. Pour le moment on les laisse s'accroître encore. Va voir s'ils sont pas ressortis au rocher. Bon, mais ça sera pour la prochaine fois. Hein. Après 6 heures et 15 km parcourus en pleine colline, pas un seul coup de feu n'a été tiré. Comme quoi, la chasse ce n'est pas si facile. Voilà, alors là on est au pied de la falaise côté sud, donc c'est la partie la plus escarpée. L'autre versant, c'est-à-dire il est beaucoup plus en pente, c'est une pente douce qui descend vers le vallon de Vauvenargues. Et puis ici on est dans la zone, disons, de Piémont, où on a une végétation typiquement méditerranéenne. Alors du point de vue floristique, les éléments les plus intéressants, incontestablement, sont quasiment tous au niveau ou de cette barre rocheuse, ou de la partie sommitale sur les crêtes. Pratiquement toutes les espèces patrimoniales sont là. Bon, faunistiquement, c'est un petit peu partout, mais la falaise reste quand même, on est quand même dans un milieu où c'est la zone rupestre qui est la plus intéressante. Alors, cet espace a été incendié de façon quasi totale en 1989, donc il y a presque 30 ans, et donc on peut voir l'effet de la régénération naturelle, qui est bien naturelle. Rien n'a été planté là. Il y a eu quelques tentatives, mais qui ont été des échecs de plantation. Donc tout est en régénération naturelle, les feuillus de souche et puis les conifères par les graines. Alors le pin d'Alep, on essaie de le maîtriser quand même, puisque là il est parfaitement dans son étage. Et on peut voir ici, par exemple, ici devant, que on assure un entretien notamment à base de dépressage pour diminuer la densité du peuplement, ainsi qu'un élagage des branches basses, pour pouvoir limiter le risque feu qui reste le risque majeur. Bon, l'autre effet important, c'est l'effet de la surfréquentation sur les espèces sauvages. C'est un site où il y a pratiquement 1 million de visiteurs par an, donc ce n'est pas sans aucune incidence sur des espèces très discrètes et très farouches, notamment les aigles de Bonelli qui doivent être surveillés de très près pendant la nidification. Et les seuls arbres qui sont plus anciens que cet incendie se trouvent derrière nous. Là. On voit, il y a quelques grands chênes pubescents qui demeurent, parce que là on est dans un creux, donc c'est une zone relativement riche en eau. D'ailleurs il y a quelques peupliers au premier plan, et donc ces grands chênes là ont été préservés du feu. Il y a quelques peuplements comme ça qui l'ont été, même quelques pins qui sont anciens, sinon tout le reste est nouveau. Le feu est allé jusqu'à la crête et est passé sur l'autre versant aussi. Ici, on est au pied donc, du barrage Zola. Ce barrage qui fait à peu près 40 mètres de hauteur, donc qui a été construit, inauguré en 1854 exactement. Cette histoire de ce barrage, elle démarre en 1837
quand Zola répond à un concours de la part du maire d'Aix qui veut, c'est toute l'histoire de l'eau entre la problématique Marseille et Aix. Donc, Marseille construit son canal et Aix n'a pas les moyens de suivre, donc Aix, et en l'occurrence le maire d'Aix, François Aude, va lancer un concours pour essayer d'amener de l'eau, d'amener au moins 1 mètre cube à Aix, puisque Aix on a des problèmes. Donc, tout ça c'est suite aux épidémies de choléra qui ont décimé la moitié de Marseille et une partie de la ville d'Aix. Là on est pareil, on est en 1830, 1832 par ici, par là. Donc Zola il présente un premier projet de 3 barrages. Donc il va obtenir donc, le concours, il va gagner le concours entre guillemets. 3 barrages, un premier barrage comme je vous ai montré au niveau de la queue du Cronin, un deuxième barrage au niveau de la petite mer et un troisième barrage ici. Au début il est allié avec Alexandre de Galifet qui est le propriétaire des terres et le propriétaire du château du Tournai. Malheureusement ils ne vont plus s'entendre et Alexandre va plus être d'accord avec François Zola. Donc François Zola va changer son fusil d'épaule et en 1838 il va présenter un seul projet, c'est ce barrage là. Donc les travaux, François Zola va se battre pendant 10 ans pour démarrer ces travaux. Les travaux du barrage Zola vont démarrer en 1847. Malheureusement, dès que le chantier va démarrer, François Zola qui est épuisé entre tout le parcours qu'il fait entre Marseille et Paris, il va négocier pour trouver des fonds. Ici, ce chantier qui est l'hiver, il fait très froid, il va contracter une pneumonie et il va mourir. Il va mourir en 1847, le chantier va s'arrêter. Il reprendra qu'en 1853. Pendant un an, les travaux vont s'agrandir et le barrage sera fini en 1854. L'inauguration se fera en l'absence bien sûr de François Zola. Ce barrage va fonctionner pendant 25 ans et il sera arrêté définitivement en 1970. Puisque très vite on va s'apercevoir qu'il n'y a pas assez d'eau et c'est là qu'on lancera en 1860 le canal du Verdon. Faire très attention à ce qu'on dit. C'est pas le premier barrage de Doute, c'est le plus haut de son temps. Donc à sa création en 1854, c'est le plus haut barrage du monde. Et très vite après, il sera dépassé bien sûr par d'autres. Donc voilà pour l'histoire de ce barrage. Alors ce qui est intéressant ici, vous avez la vanne de fond qui est ici, qui en fait n'a jamais servi. Parce que très vite, comme on a la prise d'eau qui est relativement haute, puisque vous avez le canal qui est dessus, donc cette partie-là, c'est envasé. Ici, derrière le barrage, vous avez 20 mètres de sédiments. 20 mètres de sédiments. Au bout de 10 ans, pratiquement, il était envasé. Donc tout ce volume-là n'a jamais servi. Alors contrairement au barrage de Vimos, le barrage Zola est entièrement en pierre de taille. Une chose importante aussi à savoir, c'est que au départ de la construction, le sable venait de la rivière. On a pris le sable de la rivière. D'ailleurs, je vais aller vous montrer un ouvrage qui est intéressant qu'on a découvert. C'est un moulin à mortier qui a permis de faire le mortier pour la construction du barrage. Ici, on est en présence d'un moulin à mortier. On a retrouvé ce moulin qui était complètement enseveli, donc grâce au plan de Zola, signé de sa main. Donc, on a su qu'il y avait cet ouvrage-là, on a dégagé et on est tombé là-dessus. C'est assez exceptionnel parce qu'en fait, c'est une grosse bétonnière en réalité. Ici, on avait un bâtiment où il y avait de la chaux, donc il faisait venir, il stockait la chaux, il prenait le sable en bas de la rivière et là, il y avait un cheval qui tournait autour, il y avait des meules qui tournaient autour et on faisait ça brasser et on faisait du mortier. Ici, il y a deux récupérateurs ici, il y avait des brouettes spéciales. On faisait tomber, une fois que le mortier était fait, on le faisait tomber à travers ces ouvertures. À la place du canal, il y avait des rails avec des wagonnets. On remplissait donc le mortier dans les wagonnets. Les ouvriers poussaient les wagonnets où étaient tirés par des chevaux. Et ça a permis, cet ouvrage-là a permis la construction au moins de la moitié du barrage Zola. Donc c'est vraiment un ouvrage important qu'on va restaurer pour le sauvegarder. Peut-être on mettra un panneau, on verra. Mais c'est vraiment quelque chose, une pièce maîtresse de la construction du barrage Zola. Voilà. C'est ainsi que s'achève notre aventure. Elle fut bien plus qu'un simple travail scolaire. Elle est avant tout des rencontres et des découvertes.
Nous remercions les personnes qui ont permis à ce projet de voir le jour. Maintenant, c'est à vous. Il vous reste tellement de choses à découvrir.